2 chiffres résument le paradoxe du Sahel contemporain. Des réserves minérales gigantesques et une instabilité politique persistante. Pendant que ces sous-sols regorgent de lithium stratégique recherché par toutes les puissances, les populations du Burkina Faso voient pourtant la violence et les pressions extérieures s'intensifier à mesure que la valeur de leur territoire augmente. Que change vraiment ce paradoxe pour Ibrahim Traoré et pour un pays qui tente de reprendre le contrôle de ses ressources sans redevenir otage des anciens schémas néocoloniaux? Dans ce décor tendu, une question s'impose déjà. Jusqu'où les acteurs extérieurs accepteront-ils de laisser ce réveil africain aller au bout de sa logique? Dans cette enquête, une promesse claire guide notre progression. Comprendre comment un territoire riche en lithium et en ressources stratégiques peut devenir le théâtre d'un affrontement silencieux entre ambition locale et influences extérieures. Cette compréhension offre un avantage décisif. Saisir en 10 à 12 mots la mécanique réelle qui transforme la richesse en vulnérabilité durable. À mesure que le Burkina Faso tente de reconstruire son autonomie politique, les enjeux prennent une ampleur rarement explicitée dans les analyses traditionnelles, car chaque décision intérieure, qu'il s'agisse de contrôler une mine, de refuser une alliance ou de redéfinir les priorités sécuritaires, réactive des lignes de fracture anciennes, souvent héritées d'un modèle géopolitique qui dépasse largement les frontières nationales. L'apparition d'acteurs comme Ibrahim Traoré, symbole d'une résistance assumée aux logiques néocoloniales, introduit une tension nouvelle, celle d'un leadership qui questionne ouvertement la légitimité des intérêts étrangers. Et c'est précisément ici que surgit une transition douce liée à Micro-Hook. Si ce basculement modifie les équilibres visibles, qu'en est-il des dynamiques cachées qui redessinent réellement la région? Le risque central est simple: comprendre trop tard que la bataille pour le Sahel n'est pas territoriale, mais systémique. La première révélation frappe par son évidence. Les zones du Sahel les plus convoitées pour leurs réserves de lithium sont aussi celles où les tensions se multiplient, comme si la valeur minérale alimentait mécaniquement l'instabilité. La seconde, tout aussi signifiante, se lit dans un chiffre rarement commenté: au Burkina Faso, la reconquête progressive du territoire, passée de 40% hors contrôle étatique à environ 28%, inverse une tendance que beaucoup pensaient irréversible. Ce double mouvement expose une logique de fond. À mesure que les richesses enfouies gagnent en importance stratégique, les puissances extérieures renforcent leur présence, cherchant à figer l'ordre régional sous prétexte de lutte contre l'extrémisme. Mais l'arrivée d'acteurs locaux décidés à reprendre la main bouleverse cette mécanique. Le Mali, le Burkina Faso et d'autres pays du Sahel deviennent alors les pièces d'une partie plus vaste où la ressource n'est pas seulement un enjeu économique, mais un levier de contrôle politique. Dans cette dynamique, le rôle d'Ibrahim Traoré agit comme un point d'inflexion. Sa prise de position contre les ingérences étrangères, la rupture d'accords militaires anciens et la volonté de redéfinir les partenariats placent le Burkina Faso au centre d'un réarrangement géopolitique profond. Ce qui semblait être un simple changement de leadership devient, par effet domino, un défi lancé à tout un système d'équilibre hérité du néocolonialisme. Pour comprendre ce glissement, il faut remonter la chaîne des événements. La montée des tensions autour du lithium malien, le blocus tchadien en octobre 2023 de 2023 sous prétexte d'extrémisme, la recomposition progressive des alliances régionales et la manière dont ces actions convergent pour maintenir sous tutelle les pays producteurs de ressources stratégiques. Chaque décision extérieure s'inscrit dans un schéma où la stabilité affichée masque une volonté de contrôle économique. Et c'est précisément cette lecture
en cascade richesse, convoitise, pression, résistance, qui permet de saisir la nature réelle de la bataille en cours. Une lutte discrète pour la souveraineté narrative autant que pour les minéraux enfouis. Pour comprendre la bascule actuelle du Sahel, il faut suivre la trajectoire de ceux qui en incarnent la rupture. Parmi eux, Ibrahim Traoré occupe une place centrale, non pas en tant que figure héroïque, mais comme vecteur d'un repositionnement stratégique rarement assumé aussi ouvertement. Dès son arrivée au pouvoir, il a enclenché une série de décisions qui, mises bout à bout, ont modifié l'équilibre régional. Rupture des accords militaires avec la France, réorientation des partenariats vers des acteurs jugés plus respectueux et mobilisation populaire à grande échelle. Son influence se lit d'abord dans les microdynamiques du terrain. Mais l'impact le plus précoce se situe ailleurs, dans la réécriture des alliances régionales. En rejoignant le Mali et le Niger pour former l'alliance des États du Sahel AES, Traoré a transformé un isolement annoncé en ligne de front partagée. Cette coalition, perçue par certains comme un acte de provocation, agit pourtant comme un rempart narratif contre les récits extérieurs qui réduisent la région au chaos. Au-delà des symboles, une idée prend racine. La souveraineté change d'échelle quand elle devient collective. Tout bascule lorsque les armées du Sahel décident de ne plus accepter les conditions imposées par leurs anciens partenaires occidentaux. Avant ce tournant, chaque coopération militaire semblait figée dans un schéma où la sécurité dépendait d'acteurs extérieurs. Après, c'est une logique inverse qui s'installe, portée par une volonté assumée de reprendre la maîtrise stratégique du territoire. Ce renversement marque le début d'une séquence d'événements qui recompose le paysage politique régional. Tout commence au Mali, où la contestation d'un dispositif sécuritaire jugé inefficace ouvre la voie à une nouvelle orientation diplomatique. Lorsque le Burkina Faso suit la même trajectoire, l'équilibre jusque-là stable se fissure. Ibrahim Traoré, en accélérant la rupture avec les forces françaises et en dénonçant des accords jugés contraires aux intérêts nationaux, transforme une décision militaire en acte politique structurant. Paris réagit avec sidération, puis avec condamnation, alimentant un climat de tension qui dépasse la relation bilatérale. Cette dynamique se propage rapidement. Chaque expulsion, chaque fermeture de base devient un signal adressé à l'ensemble des puissances extérieures. La formation de l'Alliance des États du Sahel, AES, cristallise cette bascule. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger officialisent une union fondée sur la réciprocité plutôt que sur l'assistanat et mettant en place un pacte de défense mutuelle qui redistribue les cartes régionales. Pour les capitales occidentales, il s'agit d'une provocation ouverte. Pour les populations locales, c'est l'esquisse d'une souveraineté retrouvée. Les cérémonies officielles, autrefois discrètes, deviennent des manifestations publiques de fierté nationale. Dans les marchés de Ouagadougou, le nom de Traoré circule comme une promesse de redressement. Sur le terrain militaire, la restructuration des forces, réorganisation de la chaîne de commandement, appui accru aux volontaires locaux, redéfinition des zones prioritaires, permet la reprise de plusieurs localités tenues par des groupes armés. Chaque victoire, même partielle, renforce l'idée que l'autonomie stratégique est possible. À partir de là, chaque mouvement génère une onde de choc. L'aide financière occidentale chute, les sanctions se multiplient et les campagnes de désinformation gagnent en intensité. Pourtant, loin d'affaiblir la cohérence du bloc sahélien, ces pressions consolidèrent paradoxalement une opinion publique de plus en plus attachée à la souveraineté. Les drapeaux brandis dans les rues ne sont pas uniquement des symboles.
Il témoigne d'une reconfiguration psychologique où la dépendance cesse d'être perçue comme une fatalité. Parallèlement, le repositionnement géopolitique attire l'attention d'autres acteurs. Délégations russes, chinoises ou iraniennes multiplient les visites, tandis que les organisations régionales africaines tentent de redéfinir leur posture face à la montée de l'AES. La tension internationale se renforce, mais les États sahéliens, désormais solidaires, avancent selon leur propre calendrier. La suite logique s'impose. Une région autrefois considérée comme périphérique acquiert progressivement un statut d'espace politique autonome. Et dans ce basculement, la figure d'Ibrahim Traoré devient moins celle d'un jeune capitaine que celle d'un repère narratif qui incarne une génération décidée à rompre avec les modèles imposés. La dynamique du Burkina Faso peut se lire dès le départ à travers un simple schéma baseline, delta. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, environ 40% du territoire échappait au contrôle de l'État, et cette proportion est tombée à près de 28% en moins d'un an. Ce recul de 12 points n'est pas qu'un indicateur militaire. Il montre un rééquilibrage psychologique où l'État redevient une présence tangible après des années d'érosion. Cette baisse nette traduit un basculement stratégique essentiel pour la stabilité nationale. Le deuxième chiffre majeur concerne la mobilisation civile. Les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, sont passés d'environ 50 000 membres en 2022 à plus de 90 000 en 2024, soit une hausse de 80% en 2 ans. Ce saut quantitatif témoigne d'une transformation sociologique profonde. Ici, la phrase d'explication s'impose. Cette augmentation rapide révèle un engagement populaire rarement observé jusque-là. L'implication communautaire, autrefois sporadique, devient un pilier de la sécurité nationale. Le troisième indicateur se situe sur le terrain économique. Les projets miniers gérés localement génèrent environ 150 millions de dollars de revenus publics en 2024. Bien que modeste à l'échelle du potentiel minéral, ce flux financier illustre une réorientation progressive vers une autonomie de gestion. Une phrase de clarification s'impose. Ces recettes locales marquent la fin d'un système où les richesses échappaient systématiquement au pays. Pour la première fois, l'exploitation du lithium et de l'or alimente un budget pensé prioritairement pour les infrastructures nationales. Pris ensemble, ces trois chiffres d'Avecon dessinent un mouvement macroscopique, un État sous pression internationale, mais capable de produire des améliorations mesurables malgré l'isolement diplomatique et les sanctions occidentales. La progression territoriale, la mobilisation populaire et les revenus miniers forment un triptyque qui modifie l'équilibre de pouvoir dans la région. Mais ces évolutions ne sont pas seulement mécaniques. Elles se déploient dans une nouvelle architecture politique que Traoré contribue à façonner depuis son arrivée au pouvoir. En renforçant les liens avec le Mali et le Niger au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, il insère les performances nationales dans un cadre régional où les souverainetés se soutiennent mutuellement. Cette convergence amplifie les résultats internes et réduit la dépendance aux acteurs extérieurs. La dimension militaire se renforce également par les opérations conjointes menées sous l'égide de l'AES. Les chiffres circulant dans les rapports locaux évoquent environ 200 combattants neutralisés sur la période janvier-août 2024. Bien que difficilement vérifiable, cette estimation s'aligne avec la baisse du nombre d'attaques recensées dans le nord du pays. Les zones autrefois classées rouges voient réapparaître des marchés, des écoles et des services administratifs, signe que la reconquête territoriale s'accompagne d'un retour partiel à la vie civile. Cependant, l'enjeu le plus déterminant se joue ailleurs, dans la perception populaire.
Selon un sondage réalisé à Ouagadougou, près de 72% des habitants considèrent désormais Ibrahim Traoré comme un dirigeant légitime et nécessaire au redressement national. Ce chiffre, en forte hausse par rapport aux 43% du moment de sa prise de pouvoir, signale une adhésion politique qui ne se limite pas aux résultats militaires. Ainsi, les données ne racontent pas seulement une amélioration, elles révèlent une dynamique. Un pays isolé sur le plan diplomatique mais plus stable sur le terrain. Un État affaibli pendant des décennies mais renforcé par une mobilisation interne inédite. Et au centre de ce mouvement, une volonté commune, prouver que la souveraineté peut exister en chiffres autant qu'en discours. Le premier argument avancé par les critiques repose sur une idée solide. La quête de souveraineté menée par Ibrahim Traoré aurait fragilisé le Burkina Faso en réduisant son accès aux financements internationaux, en alimentant l'inflation et en accélérant la fermeture de plusieurs programmes de coopération essentiels. Selon eux, une indépendance proclamée trop vite entraîne des coûts sociaux immédiats que la population la plus vulnérable doit supporter. Ils estiment qu'un pays ne peut pas se reconstruire sur un réflexe de résistance seul, mais sur la continuité institutionnelle, la stabilité économique et l'intégration diplomatique. Dans cette perspective, la rupture avec l'Occident s'apparente moins à un acte souverain qu'à un pari risqué dont les répercussions pourraient être durables. Le second argument critique, tout aussi cohérent, pointe un paradoxe. En réorientant ses alliances vers la Russie, la Turquie ou l'Iran, le Burkina Faso ne ferait que remplacer une dépendance par une autre. Les observateurs prudents s'inquiètent d'un glissement vers une militarisation excessive de la société, où les civils, notamment les volontaires de défense, assument des rôles proches du combat, au risque d'affaiblir la cohésion nationale. Ils avancent que la reconstruction d'un État nécessite un projet économique lisible, pas seulement un discours sur la dignité africaine, aussi légitime soit-il. Le contre-argument fondé sur les données du terrain introduit cependant une nuance importante. Avant l'arrivée de Traoré, malgré des décennies de coopération internationale, plus de 40% du territoire échappait au contrôle de l'État et les promesses de développement n'avaient pas empêché une pauvreté persistante. Depuis, la dynamique s'est inversée. Recul de l'insécurité, mobilisation populaire doublée en 2 ans, et premières retombées économiques locales issues des mines gérées sous supervision nationale. Ces évolutions ne prouvent pas une réussite définitive, mais elles montrent que la rupture n'est pas un geste idéologique isolé. C'est une tentative de reconstruire un modèle où la souveraineté se mesure concrètement, sur le terrain, dans les villages, dans la sécurité retrouvée de certaines localités et dans l'adhésion sociale qui s'est élargie. Le silence devient une arme. Ce basculement discret marque un tournant que peu d'observateurs avaient anticipé. Le Burkina Faso cesse progressivement de répondre aux accusations extérieures et concentre ses efforts sur des transformations concrètes loin des caméras occidentales. L'effet est immédiat. Les autorités privilégient la construction plutôt que la réaction, adoptant une stratégie où la souveraineté ne s'énonce plus mais se prouve. Dans ce nouvel espace, la figure d'Ibrahim Traoré change subtilement de signification. Il n'est plus simplement le capitaine qui ronde avec les accords passés. Il devient le point de ralliement d'un imaginaire collectif, un symbole qu'on ne cite plus seulement dans les discours politiques, mais dans les conversations quotidiennes, dans les récits des anciens, dans les espoirs des jeunes. La révélation du midpoint est là. La bataille du Sahel n'est plus centrée sur le théâtre militaire ou diplomatique. Elle se déplace vers un terrain plus profond, celui du récit. En réorientant la narration, le Burkina Faso désarme l'un des leviers les plus puissants de ses détracteurs, la capacité à définir l'image du pays de l'extérieur. Et à partir de ce point, tout ce qui suit change d'ampleur.
les conséquences de ce repositionnement stratégique ne se limitent plus aux déclarations politiques. Elles redéfinissent désormais le quotidien de quatre grands ensembles du pays. Pour l'appareil étatique, la transformation se lit d'abord dans la réorganisation administrative, la création de zones de défense autonomes et la coordination renforcée avec le Mali et le Niger élargissent la capacité d'action institutionnelle malgré l'isolement diplomatique. Les services publics, longtemps fragilisés, réapparaissent dans certaines zones auparavant classées rouges, où marchés et écoles reprennent progressivement leurs activités. Cette reconsolidation lente montre qu'un État réputé affaibli peut, sous pression, retrouver une cohérence opérationnelle. Elle illustre aussi comment l'action d'Ibrahim Traoré oriente la réforme interne en privilégiant l'efficacité plutôt que la conformité internationale. Sur le plan économique, les répercussions sont plus nuancées. Les sanctions occidentales ont réduit les échanges extérieurs d'environ 30%, créant des tensions sur l'importation de biens essentiels. Pourtant, ce choc a provoqué une redirection progressive vers de nouveaux partenaires, Russie, Turquie, Iran, capables de pallier une partie des besoins. Les premières coopératives minières locales, soutenues par un fonds souverain naissant, génèrent des revenus qui ne transitent plus uniquement par les circuits traditionnels. Cette recomposition lente marque le passage d'une économie de dépendance à une économie d'adaptation, où le contrôle national des ressources commence à produire des effets mesurables, même modestes. Au sein de la société burkinabé, les transformations sont très visibles. Les campagnes de mobilisation ont doublé la participation communautaire, notamment grâce aux volontaires pour la défense de la patrie, qui comptent désormais près de 90 000 membres. Pour les populations rurales, cette implication constitue un changement psychologique majeur. Elles deviennent actrices de leur propre sécurité après des années d'abandon. Les programmes éducatifs révisés, centrés sur l'histoire africaine et la citoyenneté, renforcent ce sentiment d'appropriation nationale. C'est ici que se trouve l'effet le plus durable, une identité collective renouvelée, non plus fondée sur la dépendance extérieure, mais sur la capacité interne à agir. Sur le plan régional, le repositionnement du Burkina Faso génère des secousses profondes. L'essor de l'Alliance des États du Sahel redistribue les équilibres traditionnels au point que les puissances occidentales reconsidèrent leur présence sécuritaire. Les relations multipolaires, notamment avec la Russie et la Chine, introduisent un nouveau jeu d'influence où aucun acteur extérieur ne peut prétendre à un contrôle exclusif. La région passe ainsi d'une périphérie sous tutelle à un espace politique autonome affirmant son propre rythme. Dans cette transition, la posture d'Ibrahim Traoré agit comme un catalyseur, non par son autorité individuelle, mais par la dynamique qu'il impulse dans l'ensemble du bloc sahélien. À l'heure où le Burkina Faso poursuit sa reconfiguration politique et sécuritaire, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne prétendent pas prédire l'avenir, mais éclairer les lignes de force qui structurent déjà l'évolution du pays sous la direction d'Ibrahim Traoré, dans un environnement où les alliances régionales et la pression internationale se croisent sans relâche. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso maintient le cap actuel en cherchant à équilibrer ambition souverainiste et pragmatisme de gouvernance. Les forces armées continuent de stabiliser les zones reprises, tandis que les structures de l'Alliance des États du Sahel, AES, s'étoffent progressivement. L'économie demeure sous tension en raison des sanctions, mais les revenus miniers et agricoles offrent une base minimale de résilience. Les partenariats avec la Russie, la Chine ou la Turquie se normalisent sans provoquer de rupture majeure. Ce scénario suppose un rythme mesuré, peu de percées spectaculaires, mais une continuité suffisante pour éviter l'effritement interne. Ici, la dynamique actuelle s'accélère.
Les opérations conjointes de l'AES réduisent significativement les attaques dans les zones frontalières, permettant la réouverture d'infrastructures locales. Les corridors logistiques entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso se structurent, créant un marché sahélien intégré de près de 80 millions d'habitants. Les revenus miniers redistribués localement soutiennent de nouveaux projets agricoles et éducatifs. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré devient l'une des figures centrales d'un panafricanisme pragmatique capable de fédérer une génération de jeunes leaders prêts à réinventer les modèles de gouvernance du Sahel. Ce scénario envisage un retournement alimenté par un isolement prolongé, une lassitude sociale et une éventuelle reprise des attaques. Les sanctions économiques étouffent les circuits d'approvisionnement, renforçant le sentiment d'urgence. Des acteurs extérieurs encouragent alors des fractures internes, qu'elles soient civiles ou militaires. Sans effondrement immédiat, le pays pourrait entrer dans une phase de fragilisation profonde où ces avancées sécuritaires s'érodent plus vite qu'elles n'ont été acquises. Conseil de lecture stratégique. Entre ces trois chemins, la variable déterminante reste inchangée, la confiance populaire. Un pays en reconstruction n'avance pas seulement grâce à des alliances, mais grâce à une cohérence entre la vision politique et les attentes sociales. La clé consiste donc à observer non seulement les événements, mais le rythme auquel la société accepte ou refuse la direction qui lui est proposée. Comprendre la transformation du Burkina Faso ne revient pas seulement à analyser des chiffres, des alliances ou des décisions militaires. Pour saisir l'enjeu réel, il faut regarder comment ce basculement résonne chez trois groupes qui, chacun à leur manière, portent une part essentielle du pays. Une transition douce liée à groupe A égalé les jeunes et les artisans du quotidien. Dans les quartiers terramalaires de Ouagadougou, les jeunes qui sculptent le bois, réparent des motos ou apprennent un métier partagent un sentiment inattendu, celui d'avoir retrouvé une direction. Pour eux, le discours d'Ibrahim Traoré, centré sur la souveraineté et la dignité, agit comme un appel à croire qu'un avenir est encore possible ici, pas ailleurs. Leur engagement n'est pas idéologique. Il reflète le besoin concret de se sentir partie prenante d'un mouvement collectif. Une transition douce liée à groupe B, mais les familles rurales et les communautés locales. Dans les villages du Sahel, longtemps laissés aux marges de l'État, les transformations se lisent dans des gestes simples. Restaurer une école, rouvrir un marché, organiser une patrouille communautaire. Ces actes, modestes en apparence, témoignent d'un renversement psychologique profond. Les habitants ne vivent plus dans l'attente d'une aide extérieure. Ils redécouvrent le réflexe de se protéger eux-mêmes, de bâtir eux-mêmes. La souveraineté ici n'est plus un concept abstrait, mais une pratique quotidienne. Une transition douce liée à groupe C, les enseignants, les étudiants et les voix qui transmettent. Dans les salles de classe, les enseignants racontent différemment l'histoire africaine. Les étudiants, eux, posent des questions nouvelles. Comment construire un pays sans dépendre des récits importés? La transformation culturelle s'opère à bas bruit, mais elle est décisive, car elle façonne non seulement l'identité nationale, mais aussi le regard porté sur ce que peut être un futur africain autonome. Au croisement de ces trois trajectoires, une idée se renforce. Un pays change vraiment lorsque ses citoyens commencent à se percevoir comme les auteurs de leur propre histoire. Pour que la dynamique engagée au Burkina Faso devienne durable, une feuille de route structurée s'impose. Elle ne repose pas sur des déclarations symboliques, mais sur une série d'étapes concrètes capables de traduire l'élan actuel en résultats mesurables. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, 3 à 5 axes se dessinent avec cohérence. La priorité consiste à consolider les acquis militaires obtenus depuis 2023. La création
de 5 zones de défense autonomes doit être finalisée d'ici 12 mois, chacune dotée d'un commandement mixte. Le succès se mesure par la réduction du nombre d'attaques et la réouverture progressive des marchés, écoles et services publics. Le pays doit atteindre une couverture agricole d'environ 45% des besoins nationaux grâce aux coopératives rurales. En parallèle, un fonds souverain minier, alimenté par une part des revenus du lithium et de l'or, financera les infrastructures de base, routes, stockage, énergie. L'indicateur clé sera le pourcentage d'importation remplacé par la production locale. La supervision nationale des mines doit être renforcée par des audits réguliers et une redistribution vers les collectivités locales. Le signal de réussite, une augmentation tangible des revenus réinvestis dans les zones rurales. L'objectif est de consolider une conscience nationale durable. Les nouveaux manuels porteront sur l'histoire africaine, la gestion des ressources et la souveraineté. La réussite se mesure par l'adoption des programmes et par la participation accrue des jeunes aux projets communautaires. À travers ces étapes se dessine une stratégie claire, bâtir une souveraineté réelle, appliquée et transmissible. Dans les villages du Sahel, lorsque la nuit tombe et que les feux s'allument, les anciens racontent les mêmes scènes qui avaient marqué les débuts de cette transformation. Les visages peints sur les murs de Ouagadougou, les jeunes qui réparaient une école abandonnée, les volontaires qui gardaient les pistes poussiéreuses pour protéger leur communauté. Ces images simples, déjà évoquées plus tôt dans l'histoire, servent de fil conducteur à une révolution qui ne se mesure pas seulement en décisions politiques, mais en gestes répétés, silencieux, tenaces. Dans ces récits, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros isolé, mais comme l'un des repères qui ont permis à chacun de reconnaître une part de sa propre force. Sa présence symbolique accompagne les habitants, non pour dicter une direction, mais pour leur rappeler qu'un pays peut encore choisir son propre rythme lorsqu'il refuse de courber l'échine. Et